aujourd'hui, on va parler effectivement de la vaccination contre le pneumocoque. Alors, comme dans toute présentation sur les vaccins, je n'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai des liens d'intérêt qui sont des liens d'intérêt non personnels, avec des liens d'intérêt avec mon institution, puisque je fais beaucoup de recherches cliniques en vaccinologie et donc je collabore par ce biais-là avec les industriels, mais pas à titre personnel. Alors, comme toujours, des petits... Alors ça, c'est peut-être juste, c'est pas... des tout petits problèmes techniques qui ne sont pas bien méchants. Ça doit être... Voilà. On n'était pas sur la bonne présentation. Voilà. Donc, effectivement, je travaille au centre d'investigation clinique sur l'aspect vaccinologie. En recherche fondamentale, on a une équipe qui s'appelle le JMAP au sein du CIRI qui travaille aussi sur de l'immunologie de la vaccination. Et puis, j'anime une chaire de prévention, vaccination, contrôle de l'infection au sein de l'Institut Présage sur lequel on travaille sur des outils et sur la compréhension de l'acceptabilité vaccinale avec nos collègues de sciences humaines. Enfin, je fais partie du groupe vaccination-prévention de notre société savante d'infectiologie. On va rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler du vaccin contre le pneumocoque, on va déjà rappeler ce qu'est le pneumocoque. Donc, le pneumocoque, Streptococcus pneumoniae, c'est une bactérie qui est coccigramme positif. Et c'est une bactérie qui va être capable d'avoir finalement un impact clinique variable en fonction de la population et en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve. Cette bactérie va être capable d'être responsable d'infections invasives et de se retrouver dans des sites stériles, dans le sang par exemple, et donc être à l'origine de bactériémies, dans le liquide céphalorachidien, être responsable de méningite, dans le poumon, être responsable de pneumopathie. Et quand cette pneumopathie est associée à une bactériémie, on va considérer qu'il s'agit également d'une infection dite invasive. Cette bactérie va pouvoir être responsable également d'arthrite, etc. Et grosso modo, dans 25% des cas, quand on retrouve cette bactérie, on va être dans le cadre d'une infection invasive et donc qui est grave. Cette bactérie va également pouvoir être capable de donner des infections dites non invasives, c'est-à-dire qu'on va la retrouver dans des endroits où éventuellement elle peut être retrouvée, pas forcément en situation d'infection, et dans des sites non stériles. Et donc, on va considérer que quand cette bactérie donne des pneumopathies, mais sans bactériémie associée, sans passage dans le sang, ça sera des infections non invasives. Et puis, toutes les infections ORL qu'on retrouve notamment chez les petits-enfants, otite, sinusite, etc., sont des infections non invasives. Et enfin, le pneumocoque, c'est une bactérie qu'on peut porter, notamment au niveau pharyngé. Et donc, il peut y avoir aussi une transmission par ce biais-là. Quand on regarde, ça c'est des données françaises, des PIBAC, quand on regarde les infections et les populations qui vont être le plus associées aux infections à pneumocoque, notamment aux infections invasives, mais pas que, on voit, vous voyez, qu'il y a une espèce de courbe en U, c'est-à-dire que les tout petits enfants, et notamment les moins de 5 ans, vont pouvoir être infectés par cette bactérie. Et puis, ça va aller crescendo. Et de nouveau, à partir, grosso modo, de 65 ans, on a une augmentation des infections liées au pneumocoque et encore plus à partir de 80 ans. Cette bactérie-là, elle a tout un tas de facteurs de virulence. Et parmi ces facteurs de virulence, il y a notamment ce qu'on appelle les polysaccharides, donc les sucres qui sont au niveau de la capsule de la bactérie, puisque je ne l'ai pas dit, mais le pneumocoque, c'est une bactérie dite encapsulée. Et donc, ces sérotypes, en fait, il y en a plus de 90 qui ont tous des chiffres, avec parfois des petites lettres. Et si je vous parle de ça, c'est que ça va avoir un impact, en fait, par la suite, notamment parce que, justement, quand on s'intéresse à une infection à pneumocoque, on va pouvoir la caractériser en fonction de son sérotype. Et les vaccins qui existent, de toute façon, vont couvrir certains sérotypes qui sont les plus fréquents.
Et donc, en pratique, certains sérotypes vont être associés notamment à de la résistance aux antibiotiques. Certains sérotypes vont être également associés à des formes cliniques plus graves et donc à une augmentation de la mortalité. Il faut savoir que la protection contre les pneumocoques, elle est notamment médiée par une réponse dite humorale, des anticorps qui vont être capables d'opsonophagocyter, c'est-à-dire d'entourer la bactérie pour faciliter la phagocytose. Et donc, justement, ces polysaccharides vont avoir un rôle également. Alors, quand on regarde la place du pneumocoque dans les infections, souvent le pneumocoque, et d'ailleurs on parle de pneumonie, pneumocoque, Streptococcus pneumoniae, va avoir un rôle important dans toutes les infections pulmonaires, en sachant que parmi toutes les infections pulmonaires, vous voyez que globalement, on va avoir 25% de pneumonie avec bactériémie, donc des infections invasives, 27% qui vont être des pneumopathies aiguës communautaires sans qu'il y ait de bactériémie. Et puis, quand on s'intéresse aux pneumonies pour lesquelles on n'aura pas forcément mis en évidence le pneumocoque par d'autres moyens, par des cultures, on va pouvoir éventuellement rattraper 11% supplémentaires par le biais d'antigènes dans les urines. C'est des tests qu'on fait. Et ici, vous voyez le scanner d'un patient, d'un jeune patient qu'on a eu dans le service il y a quelques temps, avec vraiment une atteinte monstrueuse des poumons à cause du pneumocoque. Le pneumocoque, bien sûr, c'est aussi un agent classique, des infections moins graves, mais très classiques chez les enfants, on l'a vu, notamment les otites. Et donc, dans ces infections-là, notamment chez les tout-petits, ça va avoir une place prépondérante. Et puis enfin, dans les infections invasives que sont aussi les méningites, vous voyez que le pneumocoque va avoir une place importante, notamment, alors ça dépend des âges, vous voyez, pas chez le nourrisson, mais par contre chez les sujets âgés de façon beaucoup plus importante, et chez les jeunes adultes. Donc c'est encore un cas, une bactérie responsable de méningite. Et on a eu par exemple un jeune patient qu'on a malheureusement été obligé de transférer en réa avec une pneumopathie à pneumocoque il y a quelques jours de ça. Donc, comme je vous disais, il y a à la fois un effet âge avec cette courbe en U, et au sein des personnes qui vont pouvoir être infectées par le pneumocoque, il y a des personnes qui sont beaucoup plus à risque. Il y a un surrisque d'infection à pneumocoque dans certaines populations. Alors, on parle de personnes à risque intermédiaire et on parle de personnes à risque élevé. Les risques intermédiaires, pour faire simple, c'est toutes les insuffisances. Insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, je dirais insuffisance pancréatique, qui est le diabète. Donc, tous ces gens-là, et ça fait beaucoup de gens, on va le voir, sont à risque intermédiaire, mais à un risque plus élevé que la population du même âge qui n'aurait pas ces pathologies-là, de faire des infections à pneumocoque et des infections invasives notamment. Une particularité, c'est les gens qui ont des brèches ostéoméningées ou des implants cochléaires, parce que comme je vous ai dit, le pneumocoque peut être en situation de portage, et par contiguïté, il va pouvoir y avoir finalement, à ce moment-là, un passage direct du pneumocoque dans les méninges, par exemple. Et donc, c'est des gens qui sont à risque. Et puis, je vous ai mis ici d'une autre couleur, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, les sujets adultes de plus de 65 ans, on l'a vu, 60-65 ans, qui ont aussi un risque plus important. Quand on s'intéresse aux personnes à risque élevé, c'est les immunodéprimés. C'est les gens qui sont splénectomisés, qui n'ont plus de rate ou une rate qui ne fonctionne pas, parce que les gens qui n'ont pas de rate ne sont pas en capacité de se défendre contre les bactéries encapsulées. Ici, c'est le pneumocoque, mais je vous rappelle que c'est le cas aussi pour le méningocoque. Les gens qui ont des déficits immunitaires qui est héréditaire, les personnes infectées par le VIH, les personnes qui ont des cancers ou des hémopathies et qui sont traitées, par exemple, les personnes qui sont transplantées, tous les greffés de reins, etc., les personnes qui ont eu des greffes de cellules souches hématopoïétiques, toutes les personnes qui sont sous immunosuppresseurs ou biothérapie, et je pense également aux corticothérapies au long cours, ou en tout cas ne serait-ce qu'un peu prolongées et régulières, c'est des gens qui sont à risque d'infection à pneumocoque, et puis de façon plus limitée en nombre, les personnes qui ont des syndromes néphrotiques. Donc,
ces comorbidités dont on vient de parler, que ce soit les comorbidités ou les immunodépressions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que ça fait quand même beaucoup de monde en France. Rien que les diabétiques, il y en a 3 millions. Donc, vous voyez que finalement, cette population à risque d'infection à pneumocoque, elle est loin d'être négligeable chez nous et ailleurs dans le monde. Si on regarde, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on regarde l'impact sur la mortalité, on voit que quand on est face à une infection invasive à pneumocoque, malheureusement, c'est très grave et il peut y avoir jusqu'à 20% de mortalité dans les bactériémies et il peut y avoir également, notamment chez les sujets encore plus âgés, un surrisque majeur de décès à cause de ces infections à pneumocoque invasive. Et puis, pour les infections non invasives, la pneumopathie simple, entre guillemets, sans bactériémie, c'est variable et ça dépend du terrain. Ça dépend aussi si, quand la personne se présente, elle est déjà d'emblée très grave, en choc septique. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez qu'il y a certains facteurs de risque, le fait de résider en EHPAD, le fait, bien entendu, d'avoir une insuffisance rénale, d'avoir une pneumopathie qui se présente de façon grave dès l'admission. À ce moment-là, c'est un surrisque de mortalité. Mais au-delà de la mortalité, et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, il y a toute la morbidité qui va être associée à ces infections à pneumocoque. Je pense à la surdité dans les méningites, je pense au handicap, parfois sévère. Je pense bien sûr, par exemple, aux amputations qu'il peut y avoir quand il y a des méningites avec des purpura. Et puis, quelque chose que je ne détaillerai pas ici, mais qui est important à garder à l'esprit, c'est que le pneumocoque, l'infection à pneumocoque, est associée à une augmentation du risque d'événements cardiaques de type infarctus, fibrillation auriculaire. Il y a des hypothèses physiopathologiques qui sous-tendent ça. Et il y a même des études qui montrent que le fait de vacciner contre les pneumocoques réduit ce risque-là. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent à l'esprit, mais qu'il faut connaître. Au-delà de la mortalité, même si l'argent dans la santé, on a toujours tendance à dire qu'il ne faut pas y penser, il faut y penser quand même parce que, ne serait-ce que chez les enfants, toutes les prescriptions d'antibiotiques, tous les arrêts de travail effectivement liés au risque, au fait que maman s'arrête de travailler parce que le bébé a une otite, vont avoir des conséquences. Et puis, bien entendu, les infections à pneumocoque ont un impact important sur la consommation d'antibiotiques et de facto sur l'antibiorésistance. Donc, cette petite bactérie, puisqu'il y a un site qui fabrique des peluches pour les bactéries, donc ici, c'est le pneumocoque. Elle paraît toute gentille, mais en fait, vous l'aurez compris, c'est un pathogène qui est extrêmement dangereux. Si on s'intéresse rapidement à l'épidémiologie, ce qu'il faut voir, ça c'est des données françaises du CNR, c'est que les infections invasives à pneumocoque, après l'introduction finalement, notamment du vaccin conjugué 7 valences initialement, étaient, on va dire, globalement stables. Et puis avec la mise en place du vaccin 13 valences, ont vraiment diminué. Le souci, c'est que ça n'a duré qu'un temps, puisqu'on voit de nouveau à la hausse une augmentation de ces infections invasives à sérotype non vaccinal. Donc, clairement, la vaccination, depuis qu'elle est mise en place, elle a permis de réduire les infections à pneumocoque, mais le problème, c'est que ça a tendance à remonter. Et ça remonte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout simplement parce que finalement, en quelque sorte, la bactérie va finalement échapper et il y a des sérotypes qui n'étaient pas prédominants, qui ne sont pas couverts par les vaccins, qui vont pouvoir émerger et donc il faut revoir la formulation des vaccins. Et certains, notamment, posent souci parce qu'ils ne sont pas couverts ni par un vaccin ni par l'autre, puisqu'on va voir que pour le pneumocoque, à l'heure actuelle, il y a 2 vaccins. Donc, la vaccination contre le pneumocoque, ce n'est pas tout nouveau, puisque vous voyez ici des images, ça c'est une diapo d'Emmanuel Varron qui montre que depuis très longtemps, il y a des choses qui sont, on va dire, sur le marché. À l'heure actuelle, en France, il y a 2 types de vaccins disponibles. Il y a le premier vaccin qui est un vaccin polysaccharidique, 23 valences, qui est disponible donc depuis 1983 et qui est recommandé chez les personnes qui sont à risque d'infection invasive à pneumocoque.
Le problème, c'est qu'on revaccine tous les 5 ans et qu'à force de revacciner, il a été décrit des phénomènes d'hyporéponse. Et c'est un vaccin qui ne permet pas d'engendrer une réponse immunitaire chez les petits-enfants de moins de 2 ans. Et c'est pour ça que ce vaccin-là n'a jamais fait partie du schéma vaccinal. On a commencé à vacciner les enfants à partir du moment où on a eu un vaccin conjugué. Donc, globalement, ça stimule l'immunité dite humorale. C'est un vaccin donc antigénique avec des antigènes polysaccharidiques sans adjuvant. Et puis, est apparu le vaccin conjugué, alors, qui est maintenant celui qui a 13 valences, mais auparavant, il y a eu le 7 valences, qui a été mis en place depuis 2006, recommandé chez les nourrissons, donc depuis cet âge-là, puis depuis 2013 chez les adultes immunodéprimés, puis depuis 2017 chez tous les adultes à risque d'infection à pneumocoque. Donc, je ne rentre pas dans le détail des couvertures sérotypiques, mais vous voyez qu'il y a un peu d'overlap, mais pas complètement. C'est donc un vaccin qui contient à la fois des antigènes polysaccharidiques, qui est conjugué à une protéine porteuse, qui est immunogène et qui en plus a un adjuvant à base de sel d'aluminium. Et donc, c'est un vaccin conjugué. Et ce vaccin conjugué permet d'engendrer une réponse à la fois humorale, anticorps, mais également cellulaire. Cette efficacité vaccinale, alors celle du vaccin 23 valence, elle est globalement, alors en fonction des études, ça change un petit peu, mais de l'ordre de 30% pour réduire les infections invasives à pneumocoque, 25% pour les infections non invasives. Pour ce qui est du vaccin conjugué 13 valences, on est de l'ordre d'environ 50% de réduction de toute infection invasive à pneumocoque, 75% dans des dernières études pour les infections invasives à sérotype vaccinal, 40% pour les infections non invasives, les pneumopathies aiguës communautaires. Et puis, le vaccin conjugué a vraiment permis d'avoir un impact épidémiologique. On l'a vu tout à l'heure avec vraiment une cassure de la courbe des infections invasives. Et ça s'explique pour quelle raison? Ça s'explique parce que le vaccin conjugué a un impact sur le portage, ce qui n'est pas le cas du vaccin non conjugué. Et donc, si on vaccine les enfants, les enfants font des bisous aux papis-mamies et on protège aussi un peu les papis-mamies. Ce qui fait que, de façon assez extraordinaire, et c'est ça qui est magnifique avec la vaccination, c'est qu'avant même qu'on introduise la vaccination chez les adultes, on a vu diminuer, en fait, en 2014, on vaccinait pas encore on commençait à peine à vacciner les immunodéprimés. On a vu diminuer depuis 2006 les infections chez les plus de 65 ans du fait de cet impact sur les portages. Ça, je ne rentre pas dans les détails avec un impact sur les différents sérotypes. Et puis, le vaccin conjugué a aussi un impact sur la résistance, alors qui a un petit peu tendance à s'émousser ces derniers temps. Mais vous voyez que par rapport à l'augmentation qu'on avait sur les pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline, il y a eu le plan antibiotique, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, qui a été mis en place. Il y a eu cette vaccination et probablement qu'un ensemble de choses a permis quand même de réduire les infections, le pourcentage de pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline avec une réaugmentation malheureusement. Alors, j'aurais tendance à vous dire que jusqu'ici, tout va bien. On a des vaccins efficaces, on a des vaccins sûrs, c'est des vaccins qui sont utilisés dans le monde et chez les enfants et chez les adultes depuis longtemps. Et puis, on a des recommandations puisque ces vaccins sont recommandés en France. Donc, les recommandations, vous les trouvez sur le calendrier vaccinal qui sort chaque année. On l'a dit, chez les enfants de moins de 2 ans. Alors justement, j'ai une petite question qui est arrivée sur le calendrier vaccinal de je sais plus de qui, de Mathieu Gauthier qui demande, selon les recommandations HAS et le calendrier vaccinal, les adultes de plus de 65 ans ne font pas partie de la population cible. C'est bien, je vois que vous suivez, c'est parfait. Si vous avez été attentif tout à l'heure, je vous ai dit que, et d'ailleurs je l'ai mis d'une autre couleur, je vous ai parlé des personnes à risque. Et on va le voir, il va y avoir quasiment la même slide sur les indications vaccinales. Et vous avez tout à fait compris, il n'y a pas tout à fait un complet overlap entre les indications vaccinales, les recommandations vaccinales pour lesquelles le vaccin est remboursé, et les personnes à risque. Donc, je vois que nos collègues suivent, donc c'est très bien.
Donc, chez les enfants de moins de 2 ans, c'est forcément que le vaccin conjugué et ça fait partie des vaccinations obligatoires. Chez les enfants à risque entre 2 et 5 ans, à partir de l'âge de 2 ans, on va rajouter une vaccination avec le vaccin 23 valences. Et puis, chez les enfants de plus de 5 ans, et donc tous les adultes à risque d'infection invasive à pneumocoque, on a un schéma qui va associer 2 injections. Une première injection de vaccin conjugué 13 valences, et c'est important de bien se souvenir que le 13, chronologiquement, arrive avant le 23, suivi plus de 2 mois plus tard, ça peut être plus, ça peut aller jusqu'à 1 an, il ne faut juste pas l'oublier, d'une deuxième dose d'un autre vaccin qui est le vaccin non conjugué 23 valences. Je ne rentre pas dans le détail de si d'autres personnes ont déjà eu avant un 23 valences, tout ça est bien expliqué, mais retenez qu'en primo-vaccination chez l'adulte, c'est le vaccin conjugué 13 valences et c'est le vaccin non conjugué 23 valences plus de 2 mois plus tard. Et bien dans cet ordre-là, c'est important. Chez les enfants, je l'ai dit, vaccination obligatoire. Et donc, quelles sont les personnes qui rentrent dans la recommandation vaccinale pour les enfants de plus de 2 ans et les adultes? Je ne vais pas vous refaire la litanie, toutes les insuffisances, mais vous le voyez ici, les adultes de plus de 65 ans ne rentrent pas, à l'heure actuelle, dans les recommandations vaccinales. C'est-à-dire que l'âge en soi, tout seul, n'est pas une indication en France de vacciner contre le pneumocoque. On peut en débattre. Après, quand on regarde bien, entre les conditions d'immunodépression et les insuffisances qui, souvent les comorbidités vont de pair avec l'âge, il est possible, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui, de facto, en fait, cumulent les facteurs de risque et qui, en plus, ont plus de 60 ou 65 ans. Le problème, tout va bien, Madame la Marquise, mais pas tant que ça, c'est qu'effectivement, et c'est un peu le propos d'aujourd'hui, on a une couverture vaccinale en France qui est pour le moins inadaptée. On va rester poli pour ne pas dire minable. Donc, effectivement, des collègues, et notamment Benjamin Wiploz à la Pitié, en collaboration avec Pfizer, se sont intéressés à la couverture vaccinale en France à partir des données du SNDS. Donc, c'est des données publiées. Ici, j'ai fait des captures de slides de Benjamin Wiploz, présentation qu'il a fait aux dernières Journées nationales d'infectiologie l'an dernier. Donc, quand on s'intéresse aux personnes qui ont des comorbidités et qui ont donc eu initialement, jusqu'en 2017, une recommandation avec uniquement un schéma avec le vaccin 23 valent, puis à partir de 2017, où le schéma recommandé, c'est le Prévenir 13, et j'ai dit le nom commercial, mais ce n'est pas grave, le vaccin conjugué 13 valences, et je vais dire le nom commercial du 23 valences, donc le pneumovax. On a quand même une population cible de plus de 4 millions de personnes, principalement des diabètes, des BPCO, des cardiopathes, des hépatopathes, des insuffisants rénaux. Et on voit que cette couverture vaccinale, en fait, depuis que le schéma avec les 2 injections a été introduit, et ce n'était pas du tout le but, le but c'était de vacciner plus et de protéger mieux, on a une diminution et on a une couverture vaccinale qui est estimée à 3%. Donc, quand je disais qu'elle était minable, je pense qu'on peut dire ça. Mais vous voyez que même avant, on n'a jamais eu des couvertures vaccinales extraordinaires. Et là, on s'adresse aux gens pour lesquels il y a une indication et qui sont à risque. Alors, on va se dire, bon, peut-être que finalement, ces gens-là, ce n'est pas forcément la problématique. En détail, vous voyez que les diabétiques sont très mal vaccinés, les BPCO un tout petit peu mieux, les cardiopathes, c'est la cata, les hépatopathes, c'est pareil, les insuffisants rénaux terminaux, un petit peu mieux. Donc, vous voyez que vraiment, dans cette population-là, on peut que mieux faire, j'aurais tendance à dire. En parallèle, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ces personnes sont vaccinées aux alentours de 45% pour la grippe. Si on s'intéresse cette fois-ci à la population des immunodéprimés, donc les très hauts risques d'infection à pneumocoque,
eux, donc depuis 2014, le schéma a tout de suite été un schéma combiné. On est sur une tranche d'une population qui est de plus de 500 000 personnes en France, notamment beaucoup les maladies inflammatoires chroniques, les cancers, les hémopathies, les patients VIH, les transplantés. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça augmente. On a, depuis l'instauration de ce schéma vaccinal, une meilleure couverture vaccinale. Il faut dire que les sociétés savantes ont beaucoup œuvré là-dessus. Mais pour autant, on est à 20%. Et on parle ici de personnes à très haut risque d'infection à pneumocoque. Quand on regarde dans le détail, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence. C'est-à-dire que autant les maladies inflammatoires, et notamment la Société de rhumato très tôt a beaucoup communiqué sur le besoin de vacciner leurs patients, on est à moins de 10% chez les gens qui ont des cancers et des hémopathies. Les VIH, alors ce n'est pas très glorieux, pourtant c'est des infectiologues qui les suivent, c'est 23%. Donc on peut mieux faire. Alors il faut dire que le profil de nos patients VIH a beaucoup changé, mais ce n'est pas une excuse. Et les transplantés, on est à 20%. Donc vous voyez qu'on peut mieux faire, et d'ailleurs on peut aussi mieux faire contre la grippe, puisque dans cette catégorie-là, grosso modo, dans la même population, c'est 35%. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une marge de progression qui est énorme, que cette couverture vaccinale très basse, elle est multifactorielle. La première des raisons, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est les occasions manquées de vaccination. C'est-à-dire, je ne vous ai pas présenté les travaux ici, mais quand on regarde des gens qui ont été hospitalisés, qui ont vu leur médecin, qui ont vu leur pharmacien, qui ont vu leur infirmière, qui ont été, etc., donc qui ont rencontré des professionnels de santé et qui n'ont pas été vaccinés, c'est énorme. On a même des gens qui font des pneumonies, ils ne sont pas vaccinés, ils sortent de l'hôpital et ils ne sont toujours pas vaccinés. Donc, il faut vraiment lutter contre ces occasions manquées. Il y a également un vrai sujet de méconnaissance du risque de l'infection à pneumocoque. Chez les soignants, tous les soignants, toutes catégories professionnelles confondues, y compris les vaccinateurs, mais également chez les patients. C'est-à-dire qu'un patient, souvent, par exemple, un insuffisant rénal chronique ou un transplanté, ne sait pas, si on ne lui a pas dit, si on ne lui a pas expliqué, et donc la méconnaissance des uns retentit sur la méconnaissance des autres et vice-versa, qu'il est à risque d'infection à pneumocoque. Pour ce qui est des patients avec des comorbidités, mais encore plus chez les immunodéprimés, il y a plusieurs intervenants. Le médecin généraliste, c'est le pivot. Mais ces gens-là, surtout quand ils ne vont pas bien, ils sont beaucoup vus par les spécialistes, soit hospitaliers, soit en ville. Et quelque part, tout le monde se dit, tout le monde compte un peu sur l'autre. C'est-à-dire que le spécialiste, il se dit, pour certains, la vaccination, c'est l'affaire du généraliste. Et le généraliste, il se dit, mais attends, le spécialiste, il ne l'a pas vacciné, pourquoi? Donc, c'est un peu compliqué. Le schéma à 2 injections, 2 vaccins différents, avec un espace et un ordre à respecter, ce n'est pas simple. Souvent, on se mélange les pinceaux. Moi, il m'est arrivé de voir arriver des gens à qui j'avais fait la prescription, à l'époque où on ne pouvait pas encore vacciner directement au CHU, et les gens me disaient, mais en fait, je ne vais pas citer une catégorie parce que c'est pas pour… la personne qui m'a vaccinée, elle s'est trompée. Dans le frigo, elle a pris le mauvais vaccin. Elle a pris le 23 et pas le 13 d'abord. Donc, c'est un peu embêtant. Il y a ce que vous mettiez en avant, c'est que c'est des indications qui ne sont pas liées à l'âge. Et donc, autant la grippe, 65 ans, on ne se pose pas de questions. On a tendance à oublier, du coup, ceux qui n'ont pas 65 ans et qui pourtant ont aussi l'indication de vaccin grippal. Là, c'est un peu inversé. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir qu'à n'importe quel âge, on peut vacciner. Mais comme il n'y a pas le coup près des 65 ans et ce rappel, parfois ça passe à l'as. Et puis, il y a vraiment un problème de non-proposition de la vaccination. Ça, il y a des études qui ont été menées. Et donc, c'est sûr que si le patient ne lui propose pas d'être vacciné, il ne peut pas. Et donc, il y a besoin de repérer. Or, repérer, il faut qu'on ait un carnet de vaccination électronique qui soit accessible à tout le monde. Parce que sinon, les patients, des fois, ils ne savent pas.
Donc, tout ça pour dire que dans cette marge de progression et à la fois dans cette couverture vaccinale qui est très basse, on va être tous acteurs, vous, comme nous, comme toutes les catégories qui sont en capacité de vacciner, et même au-delà, puisque repérer, tout le monde peut le faire, pour pouvoir proposer cette vaccination aux patients. Donc, les leviers, c'est déjà ce qu'on fait ici, et je remercie encore une fois Olivier de m'avoir invité, c'est de former et d'informer les soignants. Et vous, effectivement, en tant que vaccinateur, il faut que vous connaissiez la maladie et il faut que vous connaissiez les vaccins. Il y a le rôle des sociétés savantes qui est très importante. Par exemple, les diabétiques, la société de Diabéto s'est rendu compte à quel point ces patients sont mal vaccinés. Donc, elle a aussi fait beaucoup de lobbying, pas de lobbying, mais d'information, du lobbying positif, j'entends, auprès de ces professionnels de santé. Les rhumatos avaient commencé bien avant, en transplantation également. Donc, voilà, les choses bougent. À l'inverse, il y a aussi besoin de former et d'informer les patients. Et le rôle des associations est important parce que finalement, si le vaccinateur ne propose pas, mais que le patient arrive en lui disant « Et au fait, qu'est-ce que vous pensez de la vaccination contre le pneumocoque ?» À ce moment-là, c'est important. Donc, il faut travailler sur la littératie en santé des personnes à risque de pneumocoque. Il faut faciliter la vaccination. Alors, effectivement, en tant que pharmacien, vous avez les vaccins à proximité. Nous, à l'hôpital, et je remercie la CEPAM et le CHU, on a la possibilité maintenant de vacciner. Et à mon sens, il faut que les médecins puissent aussi avoir dans leur frigo, en quelque sorte, et dit pareil pour les infirmières, des vaccins. C'est ça qui facilite la vaccination. Il faut du pneumocoque. Souvent, les gens ne sont pas vaccinés parce qu'ils n'ont jamais entendu parler. Il faut expliquer ce que c'est. Et si on est face à des hésitants, il faut les motiver. Et ça demande du temps. Il faut bien sûr lutter contre les occasions manquées. Je vous l'ai dit. On travaille là-dessus et on va lancer un protocole de recherche clinique sur la vaccination chez des patients à l'hôpital en pleine période de fièvre pour justement essayer de lutter contre ça. Il faut un calendrier et surtout un carnet vaccinal. Donc, ça, c'est indispensable à mon sens. Il pourrait s'envisager des envois de bons, comme pour la grippe. Mais le problème, c'est que ce n'est pas sur l'âge. Et on voit bien que pour la grippe, il y a plein de nos patients en ALD qui n'ont pas 65 ans qui le reçoivent une fois sur 2. Donc, ça aussi, il faudra le travailler. Et puis, la dernière question, c'est est-ce qu'on peut simplifier le schéma? Alors, pour simplifier le schéma, à l'heure actuelle, ça ne sera pas possible, puisque pour avoir une efficacité, et encore, on voit que les infections invasives à pneumocoque remontent, on ne va pas pouvoir faire qu'une seule injection. Par contre, il y a du développement vaccinal chez Merck et chez Pfizer en l'occurrence, avec des vaccins conjugués avec plus de valence. Et donc, ici, n'apparaît que le PCV 15 pour Merck, mais il y a aussi un PCV 21 qui est en développement. Et donc, en pratique, peut-être que dans le futur, c'est ce qui se passe déjà un petit peu aux États-Unis, au lieu de faire un vaccin conjugué et un vaccin non conjugué, on fera juste, entre guillemets, un vaccin conjugué, mais avec plus de valence. Mais ça, ce n'est pas encore le cas. Sans rappel. Alors, pour ce qui est des vaccins conjugués, le rappel à l'heure actuelle n'est pas d'actualité parce qu'on n'a pas d'études qui montrent que c'est nécessaire de le faire. C'est des vaccins qui n'ont pas été utilisés dans toutes les populations depuis très longtemps. Donc, peut-être qu'un jour, il y aura des rappels à faire. Aujourd'hui, les rappels qui sont à faire avec les vaccins dont on dispose, le PCV 13, le PPV 23, sont uniquement des rappels à faire avec le vaccin 23 valence non conjugué. Donc, voilà un petit peu. L'idée, c'est surtout qu'on puisse échanger. On vous a mis plein de liens, mesvaccins.net. Vous savez que c'est quelque chose qui, à mon sens, permet vraiment d'avoir à la fois l'aspect calendrier carnet de vaccination électronique, et puis également information sourcée sur les vaccins. Santé publique France, vaccin info service et puis le calendrier vaccinal. Alors, avant de vous laisser la parole à tous ceux qui voulaient poser des questions, j'en avais déjà plusieurs. Quand on a fait le schéma vaccinal complet pour ces gens-là, avec les 2 vaccins, quelle est la durée de la protection?
Alors, ce qu'on sait, c'est que le vaccin 23 valence, on a une diminution de l'immunité qui est assez rapide. Alors, assez rapide, ça veut tout dire et pas dire grand-chose. Donc, en pratique, c'est pour ça qu'il y a des rappels tous les 5 ans. Mais au bout d'un certain temps, il y a cette fameuse hypo-réponse. Finalement, les gens répondent de moins en moins bien, en quelque sorte. Aujourd'hui, pour les vaccins conjugués, on n'a pas cette information-là et on a l'impression qu'il y a une durée quand même de protection qui est un peu plus longue. Mais qui n'est pas établie. Qui n'est pas établie, exactement. Alors, justement, parmi les questions qui ont été posées, quand on ne connaît pas le statut vaccinal des gens, parce que pour le coup, ils n'ont plus leur carnet de vaccination, ils n'en ont jamais eu, ou elle n'a jamais été enregistrée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un risque à faire un schéma vaccinal avec les 2 doses ou éventuellement à refaire uniquement un vaccin conjugué? Alors, hier, je participais à un webinaire avec le quotidien du médecin, Focus Santé, et il y avait un gériatre qui disait que, par exemple, dans certaines EHPAD, ce que font certains médecins coordonnateurs et qui me paraît du bon sens, c'est que si on ne sait pas, et si le patient ne se souvient pas, et si le médecin généraliste n'en a pas de traces, à ce moment-là, on considère que ça n'a pas été fait. En fait, il n'y a pas de risque à revacciner. Alors, idéalement, on revaccine, si on revaccine, hein, c'est effectivement à distance. Pour les gens qui ont eu effectivement un vaccin 23 valence, on va faire normalement le PCV 13 un an après, s'ils avaient eu dans le passé la vaccination avec l'ancien schéma. Ouais. Tout ça est bien détaillé et on peut y revenir si vous le voulez. Mais en pratique, les gens, souvent, ils se souviennent un peu quand même, ça leur parle, le pneumocoque, parce que les autres, sauf si on les a vaccinés sans leur dire contre quoi on leur a vacciné, comme ils ne connaissent absolument pas cette bactérie, ben ils vont vous dire « Ah ben non, je ne crois pas parce qu'on ne m'en a jamais parlé de ça. » Et même si ce n'est pas du 100%, le souvenir des patients, globalement, ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, si les gens ne savent pas, en tout cas, qu'ils ne vous disent pas, bah, si, il me semble, allez-y, foncez et faites du coup un schéma de primo-vaccination, le 13 puis le 23. Pour ceux qui disent, oh là là, ça fait vaguement, ça me parle vaguement, cette histoire-là, ben, il faut savoir il y a combien de temps. Est-ce que ça lui parle vaguement d'il y a 6 mois, où normalement, il aurait déjà dû avoir de toute façon un vaccin, un schéma enfin, nouveau, ou si ça fait plus, et à ce moment-là, il faut essayer de jouer un peu au détective privé, mais dans tous les cas, ce n'est pas dramatique de revacciner avec un PCV 13 et un PPV 23. La seule chose, c'est qu'on essaye de ne pas revacciner trop tôt pour ne pas avoir d'hypo-réponse. Et c'est essentiellement ça, en fait. Et alors, justement, comme il y a des gens qui sont dans les mêmes sites de vaccination que grippe et Covid, est-ce qu'il y a des délais à respecter entre les différentes vaccinations? Alors, en pratique, vous pouvez tout à fait faire grippe et PCV 13, puisque vous allez commencer par celui-là, sans aucun souci. D'accord? Ça, il y a des données de co-administration qui sont faites. Pareil avec le PPV 23, hein, si vous avez commencé à faire la vaccination PCV 13 auparavant. Il faut essayer de ne pas se précipiter, par contre. Le délai, c'est vraiment plus de 2 mois pour ce qui est du PPV 23. Donc, en pratique, vous pouvez co-administrer grippe et pneumocoque. Donc, grippe et Covid, vous le savez aussi. Et même Covid et pneumocoque, vous pouvez aussi. Il y a moins de ça, c'est moins fait parce que ces derniers temps, on s'est moins focalisé là-dessus. Après, faire grippe, Covid et pneumocoque, en termes d'acceptabilité pour les gens, c'est peut-être moins bien. Ça fait piquer sur 3 sites. Et par contre, il y a quand même une réactogénicité. Autant c'est des vaccins sûrs en termes d'effets secondaires graves. Par contre, les vaccins contre le pneumocoque, il faut le dire, sont des vaccins qui sont quand même associés à une réactogénicité locale importante. C'est-à-dire que ça fait mal. Le PCV 13, ça fait mal. Ça peut parfois faire un peu, et le PPV 23 aussi. À l'injection ou après? Après. Il peut y avoir une réactogénicité avec une rougeur. Il ne faut pas que les patients s'inquiètent. Hein. Mais par contre, si on multiplie les injections, autant la grippe, habituellement, il y a très peu de réactions. Donc, c'est pas, si derrière, il y a par exemple une vaccination Covid un peu plus réactogène, c'est juste qu'il faut prévenir les patients. Mais par contre, vous pouvez le faire.
Alors, c'est vrai que nous, les vaccins, comme tu l'as dit, on les a à portée de main. Donc, le débat de dire qu'on va essayer d'avoir des occasions de vaccination et de, du coup, entamer la discussion et puis la conclure effectivement par la vaccination. En fait, nous, en pharmacie, on a quand même essentiellement des gens qui sont malades, qui viennent nous voir, enfin, en tout cas, qui ont des prescriptions. Est-ce que pour toi, les gens qui viennent nous voir avec des prescriptions pour des bronchopneumopathies, pour des problèmes cardiovasculaires, pour des problèmes de diabète, est-ce que tous ces gens-là, on peut leur proposer la vaccination? Ah oui, justement, ça serait une occasion manquée de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'au moment où vous voyez le malade qui vient renouveler son ordonnance d'antidiabétiques, de médicaments à visée cardiaque, pour sa BPCO, sa biothérapie, alors je ne sais pas si elles sont toutes en officine de ville, mais il faut sauter sur l'occasion. Sinon, c'est une occasion manquée. Et donc, c'est là qu'il faut dire, et au fait, monsieur, je vois que vous êtes diabétique, est-ce qu'on vous a déjà parlé de la vaccination contre le pneumocoque? Oui, non. Alors, il faut espérer que rapidement, dans mon espace santé, justement, on ait ce fameux carnet de vaccination qui soit bien fonctionnel. Mais en tout cas, il faut profiter de cette occasion. Et effectivement, si la personne vous dit ben non, pas du tout, eh ben, vous êtes à risque et donc je vous propose de vous vacciner. Et boum. Et c'est vraiment, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il faut sauter et il faut repérer. Et vous êtes, pour le coup, probablement ceux qui, dans ce repérage-là, les médecins, les infirmières suivent les patients et donc ont aussi la connaissance. Donc après, il faut par contre aller faire l'ordonnance que le malade aille la chercher, etc. C'est possible et il faut travailler là-dessus aussi. Mais vous avez cette possibilité de repérage et vous pouvez aussi leur dire, s'ils sont pressés, ben voilà, revenez et à ce moment-là, on fera la vaccination. Alors, pour les pharmaciens qui nous regardent ou qui vont regarder le webinaire ensuite, une fois qu'on a fait un repérage, si tu avais un message clé à porter pour dire au patient qui est diabétique, par exemple, l'intérêt de cette vaccination pour lui, quel est le message clé prioritaire à lui porter? L'intérêt de cette vaccination, c'est que ça réduit le risque, ça protège d'infections graves qui vont pouvoir conduire à ce qu'il soit hospitalisé, qui va pouvoir conduire à ce que son état de santé se déséquilibre. Et donc, pour le coup, la vaccination contre le pneumocoque, alors ça joue sur le portage, je vous en ai parlé, mais ça a surtout un intérêt à titre individuel. C'est-à-dire qu'en se vaccinant lui ou elle, il va se protéger lui ou elle. Et donc, typiquement, ça réduit des infections graves. La pneumonie, c'est de l'hospitalisation, c'est de l'oxygène, c'est des décompensations multiples, sans parler des méningites, etc., qui sont aussi réelles, y compris chez des sujets âgés. Donc, en pratique, l'idée, c'est vraiment que cette vaccination, elle va le protéger ou la protéger d'une bactérie fréquente et qui peut être responsable d'infections graves qui vont conduire à des hospitalisations, voire au décès. Alors, en vaccination, vous le savez, il ne faut jamais faire peur aux gens, mais leur faire comprendre que c'est une vraie vilaine bactérie. Alors, je vais vous laisser la parole à tous ceux qui sont connectés. Si vous avez des questions à poser, vous réactivez votre micro. Et à la fin, pendant les quelques dernières minutes, je redonnerai des éléments réglementaires concernant cette vaccination. Donc, je vous laisse parler. Si normalement, vous pouvez activer vos micros. Dans le chat, il y avait des questions. Alors, le chat, je l'ai suivi sur votre ordinateur. Allez-y, soyez pas timide. Normalement, vous pouvez activer votre son. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de l'URPS qui ont une question à poser, par exemple. Bon, visiblement, ça a été assez détaillé. Alors, je vais vous donner quelques éléments réglementaires. Donc, aujourd'hui, nous sommes autorisés à faire toutes les vaccinations de l'adulte à partir de 16 ans depuis le mois d'avril 2022. On n'est pas autorisé à facturer les injections de vaccination, enfin, en tout cas, à les faire prendre en charge par l'assurance maladie. On pourra le faire à partir du 7 novembre, c'est-à-dire c'était le délai réglementaire. Et donc, à partir du 7 novembre 2022, on pourra facturer toutes ces injections au tarif de 7,50 € et ça inclura la revalorisation du tarif de l'injection du vaccin antigrippal qui va passer donc de 6,30 € à 7,50 € le 7 novembre.
Alors, ce dont on parle aujourd'hui, alors la vaccination pneumocoque et les autres vaccinations de l'adulte, aujourd'hui, c'est issu d'une validation, d'une recommandation de la Haute Autorité de Santé qui avait été faite en 2018. Et cette validation a été faite en janvier 2022, nous autorisant à pratiquer ces vaccinations. Il y a eu ensuite, dans la foulée, une autre recommandation de la Haute Autorité de Santé préconisant la vaccination par les pharmaciens pour tous les vaccins à partir de 2 ans. Alors, on attend de voir ce qui sera repris soit par la loi de finances, soit par un décret d'application. Si on sera sur cet âge de 2 ans, l'idée, c'était quand même de descendre en dessous de 16 ans pour intégrer la vaccination HPV, dont le schéma de départ est plutôt aux alentours de 11-12 ans, avec les 2 vaccinations à faire entre 11 et 13 ans. Et c'est vrai qu'à 16 ans, on est plutôt dans du rattrapage vaccinal. Donc, on attendra cette seconde recommandation, mais là, dès aujourd'hui, alors on ne peut pas le facturer, mais en gros, c'est une question de jour, on peut effectivement faire toutes ces vaccinations, y compris celles dont on a parlé aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y en a déjà certains qui ont commencé à faire ces vaccinations-là, et on verra ce que donne la recommandation pour passer en dessous de 16 ans. Je crois qu'il est important de bien se rendre compte que, comme l'a dit Elisabeth, sur des vaccinations autres que le calendrier vaccinal très classique, qui sont les rappels notamment tétanos, polio, qu'on connaît le plus et qui, pour le coup, ne sont pas mieux réalisés à partir de 45 ans, puisqu'il y a aussi là une faiblesse de couverture vaccinale, il va falloir être très proactif sur cette vaccination-là. Et là, pour le coup, on a un exemple, comme je vous disais au début, de vaccination qui est finalement très peu réalisée. Les chiffres sont assez éloquents. Et pour lequel c'est vrai que nous, finalement, avec les ordonnances qu'on voit passer, on va pouvoir, en tout cas, entamer cette discussion-là et en espérant pouvoir la conclure en quelques minutes par une première vaccination. Et je rejoins ce que dit Elisabeth aussi, on manque aujourd'hui cruellement dans le système de santé d'un outil qui permette pour le patient de gérer lui-même ses propres vaccinations, c'est-à-dire de savoir un petit peu dans quels critères il est de recommandation vaccinale. Aujourd'hui, mon espace santé, tel qu'il a été conçu aujourd'hui, ne fait que reprendre les informations de vaccination. Ce n'est pas du tout un outil qui permet de donner de la recommandation vaccinale. Si par exemple le calendrier vaccinal évolue, à mon espace santé qui va inviter les gens à faire les vaccinations. Alors, Elisabeth en a parlé, il y a un outil extrêmement puissant qui existe et qui s'appelle mesvaccins.net, qui est très utilisé dans les services d'infectiologie, dans les CHU. Et d'ailleurs, il y a quelques années, quand on a commencé à en parler, Elisabeth était même très étonnée que ça existe aussi en ville. Alors, pour information, on travaille aussi à l'URPS pour la mise à disposition de cet outil de recommandation vaccinale, puisqu'il va évoluer. Il va y avoir une nouvelle plateforme qui va sortir là dans les semaines à venir et qui permettra de faire de l'aide à la décision vaccinale, c'est-à-dire de pouvoir rentrer des critères, un peu comme ceux qu'on a vus. Voilà, mais il y aura un outil qui sera générique, on n'aura pas besoin d'identifier les patients pour avoir une évaluation vaccinale. Donc, on y travaille avec l'URPS pour essayer de le mettre à disposition des pharmaciens pour le début d'année 2023, qui sera la date. Alors, a priori, comme il ne vous a pas échappé que la loi de finances de la sécurité sociale est en train de passer plutôt manu militari, normalement, alors le texte a été validé sur la prescription des pharmaciens. On pensait qu'il passerait par une procédure un peu plus longue au niveau réglementaire, mais a priori, ce serait possible dès le 1er janvier 2023. Donc, dès le 1er janvier 2023, tous ces vaccins-là, donc y compris les vaccins pneumocoques dont on a parlé, nous serons en mesure de pouvoir les prescrire. Et je pense qu'il faut absolument prendre en main cette possibilité. C'est vraiment quelque chose de très différent de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement, la vaccination grippe, les gens venaient avec une prescription, même si ce n'était qu'un bon de prise en charge. La vaccination Covid, ce n'était pas vraiment une prescription, tout le monde il fallait y passer, donc tout le monde avait une ordonnance de facto. Là, pour le coup, et comme le dit Elisabeth, chacun se renvoie un petit peu la balle de la vaccination. Il n'y a pas vraiment de consultation de vaccination établie chez les médecins généralistes et tout. Bon, nous, d'ailleurs, si on nous a mis dans cette boucle de ces vaccinations-là, c'est bien parce que, on a fait la preuve qu'on était plutôt des bons vaccinateurs et qu'on savait prendre en charge cet acte, et que deux, il y avait un vrai déficit de vaccination. Et en termes de charge pour le système de santé, on sait que c'est extrêmement lourd, le retard de vaccination, et la Covid a entraîné, ne serait-ce qu'en retard de vaccination, plus de 1 200 000 retards de vaccination. Donc, on va commencer. Alors,
autant que faire se peut par le pneumocoque, mais il faudra bien évidemment s'atteler à rattraper les vaccinations sur tous les vaccins qui existent. Alors, en tant qu'infectiologue, forcément, je ne peux que encourager que ce soit sur effectivement tous les vaccins. Mais le pneumocoque, comme vous l'avez vu, les chiffres sont édifiants pour les raisons que j'ai expliquées. Pour rebondir sur la question qui a été posée de qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas ce qu'est le schéma, je vous ai répondu. Et en même temps, vous avez vu que, en fait, il y a beaucoup plus de chances que votre malade soit du côté non vacciné, au vu des couvertures vaccinales, que du côté vacciné. Donc, de toute façon, et en plus, le fait de vacciner, même s'il a déjà été, avec la petite réserve que j'ai émise, c'est pas gênant. Et après, je pense qu'il y a vraiment ce côté repérage qui est effectivement très important pour les patients, parce que souvent, on ne leur en a pas parlé, en fait. Et donc, c'est très important. Alors, parmi les gens qui sont dans la cible de vaccination, il y a une question qui est arrivée. Oui. Quelle est la contre-indication majeure de il y a l'injection? la contre-indication, c'est un vaccin, je ne l'ai pas précisé parce que c'est vrai que je pense que de toute façon, quand vous allez commencer à vacciner, vous allez aller revoir en tant que pharmacien, en général, vous faites ça même mieux que nous en tant que médecin, mais vous allez aller vérifier toute la RCP. Oui, je pense qu'on ne fait pas si mal que ça non plus. C'est toi qui l'as dit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un vaccin qui est donc un vaccin qui est inerte. Donc, chez l'immunodéprimé, on peut y aller. Et la seule contre-indication, ça va être en fait l'allergie. D'accord? Donc ça, il va falloir vérifier potentiellement qu'il n'y ait pas d'allergie. En général, sur une primo-vaccination, non, mais qu'il n'y ait pas d'allergie à d'éventuels excipients. Et puis, ce que je n'ai pas dit aussi, qui est très important, c'est que c'est une vaccination qu'on va faire par voie intramusculaire. Et donc, parmi tous les patients en question, il y en a certains qui seront sous anticoagulants. Donc, je rappelle ici, même s'il y a eu d'autres endroits où j'ai eu l'occasion de le rappeler, on vaccine en intramusculaire quelqu'un qui est sous anticoagulant, on comprime, c'est-à-dire on ne masse pas, mais on comprime pendant quelques minutes, des vraies minutes, et ça se passe très bien. Parce que sinon, en termes de réactogénicité, en termes d'efficacité, ça va être plus embêtant. Voilà. Tous les 5 ans, c'est le schéma à 2 vaccinations. Non, tous les 5 ans, et là aussi, je vous encourage, et je ne doute pas que vous le fassiez quand vous allez commencer vraiment à vacciner, à bien lire les recommandations, le petit schéma, le petit tableau que je vous ai montré. Quand on a primo-vacciné quelqu'un, avec donc un 13 valent puis un 23 valent, on va, notamment pour les personnes qui auparavant n'avaient jamais été vaccinées, et même auparavant celles qui ont été vaccinées, refaire uniquement un 23 valent 5 ans plus tard. Donc, on ne refait pas à ce stade, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'injection pour le 13 valent conjugué, en tout cas chez la plupart des populations. Il y a une question chez la femme enceinte. Alors, la femme enceinte, en soi, la grossesse, vous avez vu, je ne voulais pas lister comme un facteur de risque d'infection à pneumocoque. Et en général, quand on est enceinte, on est plutôt encore dans la catégorie des moins de 65 ans et en même temps des plus de 4 ans. Mais par contre, si c'est une femme enceinte qui est immunodéprimée, si c'est une femme enceinte qui est insuffisante cardiaque, si c'est une femme enceinte qui est, je ne sais pas, sous biothérapie, malheureusement, on peut avoir… oui, on va pouvoir vacciner au cours de la grossesse, ce n'est pas une contre-indication. Après, au cours de la grossesse, on va souvent vouloir plutôt la protéger contre le Covid, contre la grippe et maintenant contre la coqueluche pour qu'elle transfère des anticorps à son bébé. Donc, en théorie, une femme enceinte immunodéprimée, il aurait fallu la repérer en une femme jeune immunodéprimée, il faudrait la vacciner idéalement avant. Mais si c'est à ce moment-là que ça se fait, que tous les autres vaccins sont déjà faits, c'est possible. Alors, je profite juste qu'on parle de vaccination, puisque c'est le sujet du jour. On a eu beaucoup de questions sur les vaccins qu'on a commencé à faire là pour la campagne de vaccination antigrippale. On ne purge pas les vaccins. Non. Voilà. Alors, notamment, il y a un vaccin, il y a un nouveau vaccin grippe qui est sorti l'année dernière. Et c'est vrai, quand on le regarde, il y a une bulle d'air qui paraît importante. Il faut la garder. Et en fait, il faut bien la garder. Donc, dans la vaccination, les vaccins, à part le Covid, sont prêts à l'utilisation. On utilise
comme ils sont. On n'a pas à purger les vaccins. C'est ça, c'est très important ça. Et puis et pareil, hein, quand on est en intramusculaire, hein, vous savez, on ne fait pas le pli, hein, on y va, voilà. Alors écoutez, a priori, il n'y a plus de questions. Je ne vois rien dans les chats. Je vois qu'il y en a déjà qui vont commencer à partir. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, bon, on communiquera là-dessus, mais donc il sera disponible en replay au moins jusqu'à juin 2023. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez nous les envoyer à l'URPS et moi, avec Elisabeth, je m'assurerai d'obtenir les réponses aux questions que vous pouvez avoir là-dessus. Et puis, évidemment, je remercie beaucoup Elisabeth d'avoir pris un peu de son temps et même beaucoup de son temps dans un agenda extrêmement chargé en cette période. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder le site mesvaccins.net qui est très complet, qui sur chaque vaccin détaille tous les éléments. Et bien sûr, on reste à disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous. Merci.